bonjour à tous et à toutes. Et désolé de ce contretemps technique. Il en faut un dans la journée. Donc ça y est, maintenant on l'a eu. Normalement, ça devrait être bon pour les autres. Alors très heureux de vous accueillir cet après-midi pour un atelier donc consacré à la comptabilité gestion. Avec autour de la table, je vais commencer par Dominique Nechelis, donc, qui est la directrice de la formation du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, et qui a l'autre particularité, c'est de participer à la commission pédagogique nationale des IUT, donc au niveau du département gestion d'entreprise, administration, carrière juridique, donc qui a largement aussi contribué notamment à tout ce qui est SAE et sur la partie dispense qui est en cours au niveau du DCG par rapport à ce nouveau diplôme. Merci Dominique d'être là. À côté, un autre Dominique, donc ça va être simple, vous voyez, j'ai deux Dominique côte à côte. Donc Dominique Hubert. Donc Dominique Hubert est le représentant, on va dire, au bureau de l'OPCO de notre profession quelque part, et c'est également le porte-parole de la partie patronale en fait au niveau de la branche des experts comptables et de l'audit en fait par rapport à ça. Et il est aussi, parce qu'avant tout c'est un expert comptable, donc il est dirigeant d'un cabinet mayennais qui s'appelle Fiteco. Alors quand je dis mayennais, c'est mayennais à la base, mais en réalité c'est un cabinet qui compte 1700 salariés aujourd'hui, donc ce n'est pas un petit cabinet, et il y a des antennes sur un peu toute la France. Et à ma gauche, donc Stéphane Fan, qui lui est de l'OPCO Atlas, qui est le responsable en fait du service innovation et prospective au niveau de l'OPCO, et qui participe depuis le début, c'est-à-dire depuis 2008, aux enquêtes prospectives de la profession. Donc il avait un véritable recul très très fort sur cette profession. Donc, on va vous parler donc cet après-midi donc de ces évolutions, et au niveau du fonctionnement, on s'appuie sur l'étude de Stéphane, et on réagiront ensuite les deux Dominique par rapport aux propos qu'il va tenir et aux questions que je pourrai leur poser. Voilà. Alors Stéphane, on y va. Si ça marche. Non. Ah, décidément. Ça va marcher. Deux petits mots, je vais peut-être déjà me présenter rapidement. Donc Stéphane Fan, je suis responsable d'un département qui s'appelle Prospective et Projets Innovants au sein de l'OPCO Atlas, et c'est le département qui accompagne tous les travaux de prospective des observatoires prospectifs et métiers et qualifications des branches professionnelles. Donc au-delà d'accompagner les observatoires, on réalise aussi pour le compte de l'ensemble des branches de l'OPCO un certain nombre d'études. Et là, récemment, on a démarré une grosse étude sur l'impact du numérique pour repérer les transversalités entre les branches professionnelles, et on va démarrer également une grosse étude sur la transition écologique et l'impact sur les métiers et les qualifications au sein des branches d'Atlas. Donc Atlas, en quelques mots. Atlas a été créé récemment, issu de la réforme de la formation professionnelle de 2018, et émane de la fusion de deux anciens OPCA, qui sont OPCA Baya d'une part, Banque Assurance, et l'OPCA Fafiec, qui avant tout était l'OPCA de la branche bureau d'études. Et aujourd'hui, Atlas, c'est 4 secteurs professionnels articulés autour de l'assurance d'une part, 4 branches professionnelles, de la banque et finance, donc la branche banque, crédit mutuel, banque populaire, caisse d'épargne, et la branche marché financier, société financière. Le secteur du conseil, bureau d'études, au sein duquel on retrouve le numérique, l'ingénierie, le conseil, l'événementiel, et également les deux branches que sont les géomètres experts, économistes de la construction. Et enfin, dernière branche, celle qui nous intéresse aujourd'hui, la branche des experts comptables. Quelques chiffres sur l'OPCO. On a l'équivalent de 108 000 entreprises,
Et ça représente 1,8 million de salariés, avec une particularité, c'est qu'on est l'OPCO des services financiers du conseil, et derrière ça, beaucoup de métiers qualifiés. Ce qui fait qu'au final, lorsqu'on analyse le profil des salariés au sein des branches professionnelles, on a 54% de cadres. Voilà. Alors, quelques mots aussi rapidement pour situer le contexte sur la formation professionnelle et sur l'alternance. Atlas, c'est pas loin de 100 000 alternants par an, avec des contrats de professionnalisation bien sûr, mais beaucoup de contrats d'apprentissage. Et une très très forte augmentation du nombre de contrats d'apprentissage ces dernières années, et notamment dans la branche des experts comptables. Donc si on regarde maintenant plus précisément la branche des experts comptables au sein de l'OPCO, c'est 12 800 entreprises pour 160 000 salariés. Peu ou prou, un peu moins de 10% des effectifs salariés. Et lorsqu'on est à 54% de cadres à l'échelle de l'OPCO, dans la branche des experts comptables, on a 30% de cadres. Alors, on va y arriver un peu plus tard et les deux Dominique compléteront, mais ça s'explique aussi par la typologie des métiers. Particularité de la branche des experts comptables, c'est qu'elle forme beaucoup. Ça, c'est le premier point, et elle a toujours formé. Et elle recrute également beaucoup d'alternants. Atlas, on a annuellement l'équivalent de 200 000 stagiaires formés. Rien que pour la branche des experts comptables, c'est 80 000. Donc à peu près 40%. Et on a 11 000 alternants au sein de la branche, ce qui représente la 11e branche au niveau national. Donc je passe rapidement sur ces données de cadrage. Et je rentre directement dans le cadre de l'étude. Pour deux mots sur l'observatoire. Alors, la branche professionnelle est dotée depuis 2004 d'un observatoire, officiellement de par la loi, mais l'observatoire est constitué en association depuis 2008. Et c'est depuis cette date qu'on a réellement démarré les travaux au sein de la branche. Et cet observatoire étant paritaire, son objet est de produire de la matière, des éléments de réflexion pour éclairer la décision des partenaires sociaux lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre d'actions relatives à l'emploi d'une part et à la formation professionnelle d'autre part. Et dans ce contexte, l'OMECA, donc l'Observatoire des métiers de l'expertise comptable, commissariat aux comptes et de l'audit, a souhaité lancer, en plein Covid, une étude qui a porté sur les différents facteurs de mutation et surtout sur leurs impacts sur les métiers, les compétences et les futurs besoins en emploi. Faut resituer un peu le contexte de cette étude, sachant que ces dernières années, il y a eu beaucoup de rapports alarmistes aussi sur l'impact digital sur la profession. Je pense notamment à un rapport de 2015 publié par l'Université d'Oxford où on était sur un taux de 98% des métiers qui allaient être fortement impactés dans les métiers de la comptabilité et de l'audit. Autre rapport alarmiste, le rapport Berger où 42% des emplois allaient être détruits liés à la transformation digitale. Et du coup, les partenaires sociaux de la branche, au regard aussi de ces éléments de contexte, ont souhaité avoir un focus particulier sur les métiers présents au sein des cabinets et analyser, outre les facteurs de mutation liés à la transformation digitale, tous les autres facteurs de mutation pour voir si c'était des menaces ou des opportunités pour les cabinets. Ce qui nous a amené à regarder les facteurs économiques d'une part, réglementaires d'autre part, tous les facteurs liés à la transformation digitale, et à analyser tous ces éléments d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Quantitatif, à savoir quels impacts sur les métiers aujourd'hui et surtout demain, et qualitatif, bien entendu, ce regard sur les compétences et sur les formations à mettre en place ou à adapter de façon à répondre aux besoins et aux enjeux des cabinets. Donc le premier exercice a consisté à mettre à plat d'un point de vue statistique les 160 000 salariés et à les répartir dans les 5 domaines d'activité constatés, qu'on retrouve au sein des cabinets. Donc c'est pas une grande surprise, l'expertise comptable près de 2/3 des effectifs, mais avec une très très forte composante de collaborateurs qui sont dans les métiers d'assistants comptables et collaborateurs comptables. 60% des effectifs. Et en gros, ce qui explique ce taux de 30% des effectifs cadres, dans la mesure où un certain nombre de cabinets sont plutôt dans la CSP employés, techniciens, agents de maîtrise. Voilà. Oui, juste une chose, Stéphane, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que les 160 000, c'est le chiffre lié à la branche telle qu'elle est là, de l'ordre des experts comptables. Mais
on forme en GEA des gens qui ne vont pas forcément dans cette branche-là et qui vont intégrer des services financiers d'entreprises qui n'ont pas recours à des experts comptables. Donc en réalité, le spectre, il est beaucoup plus large encore. Et ce qu'on va constater pour l'expertise comptable vaut aussi la plupart du temps pour ces services financiers ou comptables d'entreprise. Oui, tout à fait. Merci pour cette précision. Autre aspect, donc deuxième grande famille de métiers, la famille du juridique et du social, où on retrouve aussi une forte proportion des effectifs salariés qui sont présents dans le domaine du social et de la paix, avec 13% des effectifs de l'ensemble de la branche professionnelle qui sont des gestionnaires de paix. Donc, le cadre étant posé, du coup, ça permet de mieux comprendre les différents éléments que je vais vous présenter par la suite. Donc, premier élément, une branche 160 000 collaborateurs et surtout un certain nombre de métiers non qualifiés ou peu qualifiés, qui sont certes sur des filières de formation post-bac, mais qui sont pas à des niveaux experts comptables avec un parcours qui est très très long de plus de 8 ans. Et malgré ces effectifs donc assez importants dont on parle, on est en manque de personnel. Ouais. Donc là, je crois qu'il y a aussi un chiffre qui n'est pas sur les tableaux, mais sur les perspectives d'embauche. Oui. On a projeté en fait les chiffres de façon rétroactive depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et on constate qu'il y a une très très forte croissance des effectifs, donc création de postes au sein des cabinets, mais surtout l'exercice qu'on a conduit a consisté à projeter à l'horizon 2025 les effectifs, et on a projeté du coup un effectif équivalent à plus de 165 000 salariés à horizon 2025. Donc 2021-2025, peu ou prou plus 5 000 créations nettes d'emplois. Sachant qu'il y a un taux de rotation des effectifs, donc des départs à la retraite, du remplacement, et en cumul, ça veut dire qu'on est sur une branche qui recrute beaucoup, de par les mutations, mais de par aussi une croissance d'activité forte. Donc, si on se base uniquement sur l'aspect statistique, les hypothèses de base, destruction des emplois liés à la transformation digitale qu'on a pu retrouver dans les rapports alarmistes, ne se retrouvent pas dans cette branche professionnelle avec une tendance haussière tout au long des années et de façon constante. Alors maintenant... Oui, vous voulez rajouter ? Juste un mot. Moi, j'ai commencé dans les années 80 à exercer ce métier. Et déjà, à l'époque, on nous disait qu'avec l'informatique, avec les ordinateurs, il n'y aurait plus besoin de collaborateurs dans les cabinets. Il faut vous dire qu'en 1980, il y avait à peu près 100 000 collaborateurs dans la branche des experts comptables et qu'aujourd'hui, nous sommes 160 000. Donc, voyez-vous, là aussi, dans ces années-là, il y avait de forts rapports alarmistes, et notamment sur la gestion de la paye. Les 24% qui sont là, les entreprises internaliser leur paye et de plus en plus, notamment les TPE et même certaines PME, externalisent la paye. Donc, il y a eu beaucoup d'externalisations qui se sont faites. Pourquoi? On s'est adapté au fil du temps. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes 160 000 alors que nous étions 100 000 dans les années 80 à peu près. Et un cabinet comme le tien, c'est quel niveau de recrutement par an, quel en volume? Eh bien là, on recherche 120 personnes en permanence. On a toujours 120 ou 130 personnes en demande d'emploi en fait, sur un cabinet de 1800 personnes. Donc en permanence, on est en recherche. 2 fonctions comptables, 2 fonctions bien sûr gestionnaires de paye. On a un petit peu moins de mal qu'il y a 2-3 ans au niveau des gestionnaires de paye. Il y a un peu plus de sollicitations. Et puis également des fonctions support, parce que on a de plus en plus un groupe comme le nôtre, donc il y a des fonctions support au siège, on va les appeler comme cela, qui sont là pour accompagner les RH, accompagner le marketing, accompagner la mutation des compétences, donc beaucoup de fonctions support. Donc on est sans cesse en recherche d'emploi dans ces métiers qui sont là, plus les fonctions support. Et je crois, Dominique, qu'au niveau de l'ordre s'est emparé aussi du sujet parce que ça touche véritablement toute la profession. Et comment est-ce qu'on cherche à rendre attractif le métier au niveau de l'ordre? Absolument, c'est une préoccupation, alors certes qui préexistait, tous ces rapports, bien entendu, mais le fait est que ça met véritablement l'accent sur ce besoin de faire connaître aux étudiants les opportunités de carrière en cabinet, parce que finalement c'est méconnu, et puis les perspectives d'évolution qui existent au sein des cabinets. Et c'est pourquoi effectivement au niveau de l'institution, nous travaillons
Alors par exemple, avec le BUTGE, avec la CDGEA, bien sûr, hein, parce que effectivement, ce que nous souhaitons faire, c'est non seulement de faire connaître à tous les étudiants, et là, en l'occurrence, aux étudiants de BUT, l'existence des cabinets et l'existence d'opportunités dans les cabinets, et puis de les faire venir et de les retenir ensuite dans les cabinets. Et donc ça, c'est un travail que nous faisons au niveau de la profession et au niveau des experts comptables et des cabinets, pour qu'ils se rendent attractifs et qu'ils donnent envie aux étudiants de rester chez eux, non seulement d'y aller en stage ou en alternance, mais après d'y rester. Voilà, et ça, c'est très important aussi. Donc tout un tas d'actions multiples et variées, oui. Merci Dominique. Stéphane, on continue sur la... Oui. Alors, on a analysé dans le cadre de ce projet les différents facteurs de mutation rencontrés par les cabinets et on les a catégorisés en 3 grands types de facteurs. D'une part, l'environnement économique, les mutations et les changements rencontrés par les cabinets. Alors, Dominique vient d'en parler. Le fait que les entreprises externalisent de façon croissante certaines fonctions transversales, non cœur de métier, fait que les cabinets ont eu en conséquence une activité croissante. Donc tout ce qui a trait à la paie et un certain nombre de services liés à comptabilité. Et tout ça fait qu'on a une demande en hausse sur les prestations comptables traditionnelles, mais également aussi des prestations à plus forte valeur ajoutée qui ont été créées par les cabinets ces dernières années et qui ont été proposées aux entreprises clientes. Troisième grand facteur aussi, alors c'est pas forcément là, mais ça en découle, c'est qu'on a aussi une concurrence croissante avec une concentration progressive des cabinets et des organisations qui soient soit intégrées ou soit en réseau qui se développent beaucoup pour avoir aussi un maillage au niveau territorial. Deuxième grand facteur, c'est au niveau technologique. Alors là, c'est particulièrement intéressant parce que ça fait partie de toute façon de l'actualité rencontrée par l'ensemble des entreprises présentes dans toutes les branches professionnelles. Et la branche, en tout cas les cabinets, se sont appropriés de ces nouvelles technologies, notamment en termes d'automatisation des tâches, qui a permis d'accroître un certain nombre de tâches, répétitives, et derrière ça, d'accroître la productivité des cabinets. Et l'intégration de ces nouvelles technologies a également permis de développer de nouvelles offres liées au fait que les cabinets traitent un nombre aussi important de données et qu'il y a cette information primaire disponible au sein des cabinets qui permet aussi d'enrichir toute la partie conseil adressée aux entreprises clientes. Oui, c'est vrai que ça, c'est un point qui me semble vraiment très important dans l'évolution des cabinets, parce que c'est vrai que on a beaucoup dit, et à juste titre d'ailleurs, que les missions évoluaient, qu'elles allaient en effet vers le conseil, et pour autant, on a toujours énormément de demandes sur les missions cœur de métier, qui sont les missions comptables. Mais c'est vrai qu'elles changent, et c'est vrai que par rapport à des postes tels que les assistants comptables, les aides comptables qu'on connaissait à l'époque, effectivement, aujourd'hui, ils ne vont plus faire la saisie, la collecte et le classement, parce que ça n'existe plus. Mais on a toujours besoin, à tous les niveaux dans les cabinets, et c'est ça qui est important, et c'est aussi le message que nous relayons au niveau de l'institution, c'est de dire que à tous les niveaux, les cabinets recrutent. On n'est pas obligé d'être en bac+5. Donc, il ne faut, en effet, les rapports alarmistes, en réalité, ça n'est pas totalement exact. Bien sûr qu'il y a des choses qui disparaissent, mais ce sont des tâches qui disparaissent. Les missions, elles restent, et en effet, elles se transforment, elles mutent, et on utilise véritablement de plus en plus la compta comme un moyen et non une fin. La compta était peut-être une fin pendant un certain nombre d'années, mais aujourd'hui, c'est un moyen, et c'est un moyen de faire autre chose. C'est un langage. C'est un langage qu'on utilise pour créer des documents dans ce langage, dans cet espéranto, on pourrait dire, dans ce langage que comprennent les comptables, que comprennent tout analyste, voilà, tout diagnostiqueur, et qui cherche à dessiner une stratégie, à faire un diagnostic sur une entreprise, sur son déploiement, son développement. Et donc, en effet, cet outil, il faut savoir l'utiliser. Donc, on a besoin toujours de ces collaborateurs comptables. Ô combien! C'est simplement la nature des tâches qui change. Ça me semble vraiment très important.
compléter du côté entreprise, bien évidemment. Donc notre cabinet, depuis 4 ans maintenant, a entamé une véritable révolution dans sa dynamique, hein, en modifiant la nomenclature des postes notamment, hein, puisque, comme le disait Dominique, comme l'a dit également Stéphane, ce qui est important aujourd'hui, c'est la donnée, hein, c'est la data, puisqu'on utilise ce mot un petit peu partout, mais en fait, autrefois, on avait moins cette obligation de restituer la data. Hein, donc aujourd'hui, on va avoir nos collaborateurs, on va les appeler des data assistants. Il va y avoir des data contrôleurs. Il va y avoir des data superviseurs. Vous voyez, on a mis ces mots-là. On a fait beaucoup de pédagogie. On a amené les gens en formation de manière ludique. On les a fait réfléchir sur le métier de demain pour s'adapter aux nouvelles technologies. Donc, la donnée, on la recueille. Le cabinet d'expertise comptable, il a énormément de données. Il la recueille, il l'analyse, il la valide et surtout, il la restitue. Et il y a une forte demande aujourd'hui. Et nous, notre cabinet, nous avons une application donc que nos clients ont dans leur smartphone ou dans leur ordinateur, hein, qui leur permet, quand ils sont à la banque, hein, moi j'étais l'autre jour avec un paysagiste, on a beaucoup de TPE, c'est un paysagiste, donc c'est un artisan, hein, eh bien, il était chez son banquier, et le banquier lui demande, est-ce que vous avez votre dernier bilan? Eh bien, ce jeune paysagiste, il a sorti son smartphone, il a dit, je vais aller sur MyFitEco, bon, c'est l'appellation de notre application, et puis voilà, il lui a transféré son dernier bilan. Bah, moi, je dis chapeau, quoi. Oui, et donc voilà, des exemples comme ça se multiplient, vraiment de restitution. Il y a une demande aussi des nouvelles générations de nos clients de la restitution. Alors, bien évidemment, on n'oublie pas le conseil. Donc, à côté de ce corps des data contrôleurs, data superviseurs et data assistants, nous avons un corps des experts conseils qui vont être là pour produire de nouvelles missions, suggérer de nouvelles missions, parce que il y a des missions qui sont bien évidemment demandées par les clients, mais il y a des missions qui ne sont pas demandées, mais qui seraient fort utiles. Alors, dans notre ADN, hein, Dominique le confirmera, dans l'ADN de l'expert comptable, on ne fait jamais quelque chose pour un client si ce n'est pas utile pour le client. Hein. En revanche, ce serait trop dommage de ne pas proposer à un client une mission alors que cela peut lui être utile. Alors là, on est en train de former tout un corps d'experts conseils. Et puis, il y a des spécialistes également. Et puis, le petit dessin que nous avons mis chez nous, eh bien, on a mis un chef d'orchestre, eh bien, c'est l'expert comptable. Et l'expert comptable que je suis, qui exerce depuis plus de 40 ans maintenant, eh bien, il est le chef d'orchestre de l'ensemble des services de ces data contrôleurs, de ces data assistants, de ces experts conseils et de ces spécialistes. Voilà une nouvelle physionomie. On a eu beaucoup de pédagogie. Hein. Ça fait 4 ans qu'on y travaille au sein de notre cabinet pour que les gens, ils acquièrent tout cela. On n'a pas tenu le rapport, mais c'était en lien avec ce rapport. Oui, parce que les nouvelles terminologies utilisées par Dominique sont celles de son cabinet, pas celles de la branche. Là, il avait la casquette cabinet et pas la casquette branche. On n'en est pas là encore au niveau de la branche à changer les appellations des assistants qui restent qualifiés d'assistants au niveau de la branche. Mais ça évoluera sans doute, hein, à ce niveau-là. Et la faculté d'adaptation, alors oui, bon, juste, là, je vais prendre ma casquette déontologie des experts comptables. C'est vrai que ça fait partie de la déontologie, du code de déontologie, de ne pas proposer à un client un service dont il n'a pas besoin. Et après, c'est le devoir de conseil qui, à l'inverse, impose qu'on lui propose des conseils, et si on n'est pas là pour lui formuler des conseils dont il a besoin, eh bien on est en faute. Mais bon, voilà, ça c'était l'aparté sur ce plan-là. Mais ce qui est important dans cette évolution, c'est l'adaptabilité. J'ai vu ça ce matin et on va le retrouver, je pense, dans beaucoup d'ateliers, mais parce que les propos qui viennent d'être évoqués là me font penser à quelque chose. Quand on disait oh là là, c'est une profession qui risque de disparaître, comme ça a pu être dit, et puis là tout d'un coup la profession elle s'est retrouvée comme d'autres acteurs. Alors nous on n'était pas des soignants, mais on était quand même des soignants de l'entreprise, et le rôle qu'on a eu justement pour faire en sorte que les entreprises ne se cassent pas la figure, c'est-à-dire d'aller chercher les aides, que ce soit de chômage partiel, que ce soit les différentes aides dont ont pu bénéficier les entreprises, et bien là la profession s'est trouvée remonter dans l'estime générale par rapport à ça. Bon, donc l'expert comptable a toujours su s'adapter.
il faudra qu'il continue à le faire, mais c'est vrai que du coup, ça veut dire qu'il faut des formations qui permettent ça, et c'est aussi ça l'enjeu en termes de compétences. Voilà. Et tu dis l'expert comptable, hein, toujours Franck, bien évidemment, comme nous le disons souvent, mais je pense que maintenant, on va plus parler du cabinet d'expertise comptable, c'est-à-dire de l'ensemble des métiers qui sont au sein du cabinet d'expertise comptable. Et c'est vrai que, bon, comme Franck, j'étais président d'une région, je n'oubliais jamais, quand nous étions présidents des Pays de Loire, de dire, c'est vrai, il y a 900 experts comptables dans les Pays de la Loire, mais il y a surtout 9000 collaborateurs. Je crois qu'à chaque fois, moi j'insiste toujours, c'est un peu mon job aussi à la branche, hein, et comme il y a 20 000 experts comptables, c'est vrai, mais il y a 160 000 collaborateurs, et c'est tous les métiers qui sont à l'intérieur. Et il n'y a pas besoin d'être Bac+12 pour exercer dans nos cabinets. Ça, c'est certain. D'ailleurs que des experts comptables, on n'en manque pas. Hein, nous avons un nombre de diplômés, on en a encore diplômé 575 vendredi dernier. C'est un chiffre qui est stable, même en légère augmentation. Donc la crise n'est pas sur les experts comptables, elle est sur dans les cabinets. Et j'aimerais juste ajouter également que ces questions-là, ces questions d'attractivité, ces questions de diversité des missions, elles se posent dans le monde entier. Et c'est ça qui est incroyable, dans exactement les mêmes termes. Et c'est ça qui est totalement incroyable quand on entend, effectivement, au niveau de l'ordre, bien entendu, nous faisons partie de tout un tas de regroupements d'instituts professionnels, et notamment l'IFAC, bien sûr, au niveau international et au niveau européen également. Nous faisons partie de groupements et nous sommes dans les groupes de travail et nous avons toujours ces questions, à savoir la data, effectivement. Comment faut-il que la formation évolue? Et effectivement, c'est cette idée de data, évidemment, d'élargissement des missions, du fait que, oui, les missions les plus basiques, appelons-les comme ça, eh bien, elles disparaissent, mais que néanmoins, nous avons besoin toujours à tous les niveaux de collaborateurs, et que ces collaborateurs, eh bien, ils vont être plus dans l'analyse, dans le diagnostic à chaque niveau, à chacun son niveau. Mais néanmoins, effectivement, savoir vérifier aussi ce que dit la machine, hein, parce qu'il ne suffit pas de regarder et de prendre ainsi. Il faut savoir aussi vérifier, détecter les anomalies. Donc tout ça va être l'esprit critique. Et donc, en fait, de par le monde, tous les instituts disent, oui, il faut vraiment, développer l'esprit critique, développer les compétences en data, et d'autres encore, on va y venir. Mais en tout cas, ça, ces deux points-là, c'est évident. Voilà. Alors, ce qui change également, moi, je reprends toujours l'expérience cabinet, bien évidemment. Nous avons à peu près 150 managers au sein de notre groupe. Hein. Eh bien, nous avons entamé également tout un cycle de management pour les managers, parce que, à l'heure de la digitalisation, à l'heure de la collecte de la data, eh bien, je pense qu'il y a un besoin de management qui est nouveau pour manager l'équipe. Le job de l'expert comptable, il a véritablement changé. Il doit devenir un véritable manager. Autrefois, c'était les clients qui dirigeaient nos collaborateurs. Ils faisaient ça pour les clients. Aujourd'hui, les clients sont un petit peu moins reconnaissants qu'ils étaient dans le passé. C'est le constat des collaborateurs. Donc, l'expert comptable doit retrouver un rôle de manager. Et notre rôle à nous, comité de direction d'une structure, c'est bien évidemment de former nos managers à un nouveau style de management, beaucoup plus persuasif, beaucoup plus dans la compréhension. Et on le dit tout à l'heure, data assistant, nous insistons pour dire, attention, c'est toi qui collectes la donnée à la base. Donc ça commence, c'est ton job qui est le plus important, parce que c'est toi qui vas collecter la donnée. Après, bien évidemment, elle va être traitée, elle va être validée, elle va être supervisée. Mais celui qui est à la source, qui est en lien avec son client. Et ça n'empêche pas les relations avec le client, bien au contraire. Donc, vous voyez, il y a une nouvelle vision du rôle de chacun et du rôle des managers également. Et nous avons entamé tout un processus de formation de nos managers, et ça semble très important aujourd'hui. Et vous voyez, pour synthétiser un peu ce qui vient d'être dit, on dit élargissement des besoins et des domaines d'intervention, et en même temps spécialisation de plus en plus forte. Et là, je rebondis, et Dominique a raison de dire qu'il faut arrêter de parler de l'expert comptable, c'est l'ensemble de la profession, donc avec beaucoup de métiers à l'intérieur et avec des besoins complémentaires, des évolutions nécessaires. Donc on revient sur l'adaptabilité, sur ce qu'on a pu entendre à certains moments, et c'est vrai que cette notion d'apprendre aux gens à réfléchir et à être capable d'évoluer, c'est quelque chose qui est important, et en particulier dans nos IUT pour l'avenir. On va laisser Stéphane reprendre peut-être. J'ai l'impression que tout a été dit déjà, mais bon, je vais poursuivre. Très rapidement, donc le troisième facteur, l'environnement réglementaire. Donc là, il y a eu notamment la loi Pacte qui a eu
un impact sur l'exercice des commissaires aux comptes, et il y a beaucoup de réflexions autour de la profession, à savoir si ça allait avoir un impact sur les effectifs. Et en l'occurrence, vu la tendance haussière des collaborateurs présents au sein des cabinets, ça a eu un impact quasi nul, si ce n'est que ça a forcément modifié le contenu d'exercice des métiers et derrière ça les compétences. Autre aspect et dernier aspect lié aux facteurs de mutation, il y a eu la levée des contraintes sur les pratiques commerciales, ce qui a permis de rendre beaucoup plus visibles les cabinets et de renforcer par conséquent la concurrence intrasectorielle. Voilà. Et si on passe sur la diapositive suivante, tous ces différents facteurs ont amené différents enjeux au sein des cabinets, et on en a identifié 3 qui sont stratégiques. Le premier enjeu, c'est de poursuivre la montée en gamme et la diversification des prestations d'accompagnement, donc une spécialisation progressive aussi dans certains domaines des cabinets et un renforcement de l'offre de services. Le deuxième aspect, et c'est lié à ce que disait les Dominique, à savoir renforcer la digitalisation et la spécialisation des modes de production avec des termes nouveaux qui apparaissent, data chez Fiteco, mais ça ne doit pas être le seul cabinet qui emploie ce terme et qui exploite de façon optimale les données disponibles. Et enfin, lié aussi au levé juridique, développer des pratiques commerciales beaucoup plus affirmées de façon aussi à accroître le chiffre d'affaires des cabinets. Ce qui amène derrière tout ça à une spécialisation progressive des métiers cœur d'activité d'une part, et l'émergence aussi de professionnels du conseil au sein des cabinets. Donc une mutation sur le contenu des activités et des compétences requises pour exercer certains métiers, et de nouveaux métiers qu'on retrouve au sein des cabinets, et tout ça à faire à former d'une part et à recruter d'autre part. Oui, parce qu'il y a 2 sujets là. Ouais. Il y a former les collaborateurs présents, parce que que peuvent-ils devenir? C'est-à-dire ceux qui faisaient la tenue de base, comment évoluent-ils? Donc là, peut-être que vous pouvez répondre l'un et l'autre sur ce sujet. Oui, bien, on les a formés notamment bien à la reconnaissance, puisque maintenant on ne saisit plus les écritures, puisque les écritures bancaires nous parviennent et rentrent dans le logiciel automatiquement. Les factures d'achat sont scannées et il y a une reconnaissance des caractères qui fait que l'écriture est passée automatiquement par ce qu'on va appeler un robot. Bon, on n'aime pas tout le mot robot, mais malgré tout c'est un robot. Alors, il y a eu toute une transition. On a appris à nos collaborateurs, ils sont passés du faire au contrôler ce que fait le robot. Et donc ça s'est plutôt bien passé. Au début, bien évidemment, il y a toujours une réticence au changement, mais je m'aperçois que les collaborateurs, ils n'y reviendraient plus. Ils ne veulent plus maintenant repasser des journaux d'achat à l'informatique, etc., etc. La machine le fait pour eux, mais ils sont heureux de contrôler, de rectifier ce que fait le robot. Voilà. On est passé à ce stade, et avec des personnes qui avaient une bonne volonté, qu'on a su accompagner. Il y a eu une réticence au changement, bien évidemment, il y a toujours une réticence au changement, mais aujourd'hui, eh bien, on ne saisit plus d'écriture. Aujourd'hui, on contrôle que la machine a correctement saisi l'écriture. Le client nous envoie ces informations par scan, l'interface intervient. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est une révolution, malgré tout, que cette reconnaissance-là. Donc, mais les collaborateurs se sont bien adaptés, je trouve, à cela. Ils ne reviendraient pas en arrière. Oui, Dominique. Juste pour ajouter que, en plus, les cabinets savent ce que c'est que de former les collaborateurs. Les cabinets ont toujours beaucoup formé leurs collaborateurs. Donc c'est pas comme s'il y avait une révolution culturelle à faire en la matière. Donc ceux qui sont déjà en poste, ça n'est pas un problème. Ils vont évoluer au sein du cabinet et ils seront formés pour ça. Donc pas de problème. Voilà. Donc il faut surtout ne pas, voilà, que les collaborateurs en place ne s'inquiètent pas si leur poste se transforme. Et en plus, effectivement, il y a l'accompagnement au changement et ça renvoie au management d'ailleurs. Donc la boucle est bouclée à cet égard, ouais. Donc je reprends ma casquette juste pour ajouter, dans le code de déontologie, c'est également précisé, c'est-à-dire qu'en fait les experts comptables doivent se former et doivent former leurs collaborateurs. Nous sommes une profession réglementée et si on ne le fait pas, c'est susceptible d'avoir des sanctions disciplinaires derrière. Donc il y a cette formation. Et puis les collaborateurs, les assistants étaient souvent les oubliés de la formation, les assistants. Avec la mutation des métiers, eh bien, on a élargi
l'ensemble, je dirais que c'est l'ensemble des collaborateurs. On a fait des ateliers, enfin on a trouvé des choses un peu ludiques, mais il n'y a plus d'oubliés. Les secrétaires qui étaient les oubliés de la formation. Il y avait plein d'oubliés de la formation dans nos cabinets. Je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, on a élargi véritablement le spectre de la formation. Et nos recrutements ont changé. On demande maintenant aux gens qui vont arriver de l'université d'avoir une tête bien faite, pour reprendre cette expression bien connue, et de s'adapter. J'ai recruté dans un petit village donc de la Sarthe une ancienne secrétaire médicale qui était à la maison médicale du village. Et puis bon, je connaissais pas énormément, elle faisait un petit peu la comptabilité de la maison médicale, mais c'est tout. Eh bien, cette personne, on a tout de suite repéré qu'elle avait une capacité d'accueil déjà, d'écoute des gens, parce qu'ayant été dans un cabinet médical, c'était important. Et ben maintenant, on est parfaitement heureux. Elle collecte la donnée, elle traite la donnée, elle restitue la donnée. Enfin, véritablement, elle retrouve les mêmes clients qu'elle avait à la maison médicale d'ailleurs au sein du cabinet. Et voilà. Donc ça veut dire qu'on est en recherche également d'autres filières. Peu importe, bien sûr, on privilégie toujours la filière formation comptable, mais comme on manque d'effectifs, on n'hésite plus maintenant. On n'hésite plus à aller chercher vers d'autres filières. Et tous les travaux qu'on fait avec Stéphane sur les decks numériques multibranches, ça nous amène également à avoir les points communs entre les différentes branches qu'il peut y avoir. Et moi, je pense qu'on peut recruter bien au-delà de nos formations de base et former les gens à nos métiers de collecte, de traitement de la data. Oui, parce que l'ordre a son propre service de formation continue qui dispense énormément de formations à l'année. Et c'est vrai qu'on a pu constater que essentiellement la fiscalité et le social étaient les sujets de prédilection. C'est-à-dire que quand on parle de cette obligation de formation, c'est aussi une nécessité, puisqu'on a tous les ans une loi de finances plus une loi de financement de la sécurité sociale, donc avec des choses qui évoluent, voire en cours d'année de nouvelles évolutions à ce niveau-là. Donc il y a ce besoin. Donc c'est vraiment l'axe formateur sur la veille à ce niveau-là. Mais maintenant, il faut passer à autre chose. C'est ça, peut-être, Dominique, peut-être quelques pistes en la matière. Alors bien sûr, bien entendu, toute cette offre de formation que nous proposons, que l'ordre propose à ses membres et aux collaborateurs, eh bien oui, bien entendu, c'est le cœur de métier, parce que ça, il y a un besoin évidemment évident qu'on comprend tous parfaitement. Mais au-delà de cela, il y a aussi des choix plus audacieux. Et donc des propositions plus audacieuses dans le catalogue de formation qui est proposé, et des choses plus axées sur le numérique notamment, par exemple, ou sur le développement durable, ou ce genre de choses, des compétences, voilà, des nouvelles compétences dont on va avoir de plus en plus besoin. Mais ça, c'est le rôle de la formation continue, je dirais, d'aller sur des choses comme ça. On a bien sûr la formation initiale qui doit bien sûr évoluer, et cela va de soi, mais je dirais que elle doit rester relativement généraliste, et effectivement faire des têtes bien faites, comme on le disait. Et puis après, une fois dans l'entreprise au sens large, donc là en l'occurrence dans le cabinet, eh bien effectivement on va aller sur des points de détail, par exemple sur des parcours numériques, oui, que nous proposons, et d'autres choses comme ça qui sortent un peu du cœur de métier. Mais c'est vrai que ce sont les formations cœur de métier qui continuent à être extrêmement demandées, parce que oui, là il y a le besoin de la mission au quotidien, forcément. Mais tout ça, ça fait partie d'une offre. Oui, parce que la particularité aussi dont on n'a pas parlé au démarrage, au cas où nous aurions des non-spécialistes du sujet ici, c'est que l'ordre porte avec le ministère aussi ses propres diplômes. Le DCG, DSCG et au final le diplôme d'expertise comptable sont des diplômes qui sont portés par l'ordre avec le ministère de l'enseignement supérieur. Donc c'est aussi une particularité de notre profession à ce niveau-là. Donc on fait aussi évoluer ces diplômes-là au fur et à mesure, et on essaye de préparer. Et les IUT y contribuent aussi beaucoup, puisque pas mal d'IUT proposent, au-delà de GEA, des formations en DCG, DSCG derrière. Stéphane, non, c'est bon par rapport à ça. Donc sur ces évolutions, donc Dominique, au niveau de la profession, le DCG avait déjà été donc revu il y a peu de temps, et déjà avec une approche par compétences peut-être moins poussée
que ce qu'on a pu faire là, parce que Sans là, aucun doute, oui. voilà, donc on était en amont un peu de la démarche par compétences, mais malgré tout, on peut dire que le projet de BUT, donc que tu as soutenu, auquel tu as largement participé en faisant contribuer des experts comptables à ces situations d'apprentissage et d'évaluation, va occasionner une demande, en tout cas, de 10 dispenses. On peut le dire ici. On ne sait pas si on les obtiendra encore, mais c'est important, je pense, de le. Absolument. Et sur le travail qui a été mené, effectivement, et c'était le rôle de l'institution dans ce travail, c'était uniquement ça, ce rôle. Ne l'exagérons pas non plus, mais l'idée, c'était tous les enseignants de la commission ont fait un travail évidemment colossal. Nous n'étions là simplement que pour apporter l'éclairage professionnel, et le travail qui a été mené de concert, c'est vraiment cette définition des compétences professionnelles. Et c'était un énorme travail, de les concevoir pédagogiquement parlant, car nous n'avons pas nous par contre professionnels cette fibre forcément, évidemment chacun son domaine. Et puis de l'autre côté, nous avions les pédagogues de la commission qui étaient là, et chacun on s'est nourri pour formuler ces compétences, mais véritablement des compétences professionnelles, des compétences métiers. Donc, et je crois que nous sommes allés en effet assez loin dans l'analyse de ce que doivent faire des collaborateurs comptables au sein des cabinets, et de réussir à les décliner, à les recenser, à les formuler de manière métier. Véritablement métier au quotidien, mais métier mission aussi, au sens de mission des cabinets d'expertise comptable. Et c'était un travail non seulement évidemment fortement enrichissant, ça c'est certain, et puis aussi je crois qu'il va énormément profiter à ces étudiants qui désormais voient immédiatement ce à quoi va servir ce qu'ils apprennent. Et ça c'est nouveau. On n'est plus dans un empilement de connaissances, on est sur l'apprentissage de compétences métiers. Donc on sort de là, on va vers un métier. Et après, l'entreprise accueillante, donc le cabinet en l'occurrence, en l'espèce, lui il va continuer, il va prolonger cet apprentissage, évidemment pour rentrer vraiment dans le détail du détail, ce que ne peut pas faire évidemment l'apprentissage en formation initiale. Chacun son rôle. Voilà. Ça me semble vraiment important. C'est vrai qu'on est passé de la connaissance à la compétence, et je dirais même on est passé de la connaissance aux deux types de compétences qu'il faut avoir, c'est-à-dire, c'est un peu le thème aussi de ces journées, les compétences techniques, bien évidemment, qui sont très importantes, les compétences techniques dans un métier comme le nôtre, qui est souvent justement vu comme un métier qui ne serait que technique, alors que à côté de cela, on le sait tous, on appelle ça les soft skills aujourd'hui. Moi, je continue à appeler ça les compétences comportementales, parce que j'aime bien ce terme de compétences comportementales, être orienté solution, savoir être créatif, mais on n'est pas forcément tout à la fois. Et je crois beaucoup également à cette notion, et on travaille là-dessus également, aux soft skills qui sont collectives, c'est-à-dire des compétences collectives. Vous avez des chefs d'orchestre, vous avez des interprètes, vous avez des talents qui sont créatifs, je pense que c'est tout ça qui va faire l'univers musical. Comme je suis un peu musicien, j'essaie de gérer le cabinet de cette manière et de repérer les différents comportements tels qui se complètent. Donc moi je crois beaucoup aux soft skills collectifs au sein d'une équipe, à côté des compétences techniques. Tout le monde doit requérir des compétences techniques, mais les compétences comportementales, c'est très important. D'où le management également. Et le manager lui-même, bien évidemment, se doit de se former en permanence au comportemental. J'aimerais également et ajouter à tout cela qu'effectivement la définition de ces compétences métiers a fait aussi, même si ça existait déjà évidemment, je vais pas dire que c'est nouveau, mais ça a été quand même extrêmement amplifié, c'est le côté transversal. Parce que dès lors qu'on est dans la compétence métier, on appelle à tout un tas de choses, et donc notamment évidemment à ces soft skills comme on les appelle aujourd'hui, mais aussi aux compétences techniques, et tout ça est un doux mélange et qui fonctionne magnifiquement et qui fait que la mission est menée à bon port et jusqu'au bout et comme il le faut, et que le client est content
temps, parce que c'est ça l'idée. Et donc, effectivement, c'est toute cette transversalité, c'est-à-dire que on ne voit plus la fiscalité comme la fiscalité et que la fiscalité, la comptabilité d'un côté, le social de l'autre, mais pas du tout. Et on apprend à ses étudiants à faire des diagnostics et à regarder tous ces éléments et à piocher dans ce qu'il a appris et de voir avec cet esprit critique, cette transversalité, ces soft skills, etc. Donc, c'est vraiment, ça paraît finalement, enfin, c'est extrêmement varié. Totalement ouvert, panoramique, hein, et c'est ça qui est intéressant, et l'enseignement se tourne de cette manière-là pour effectivement répondre à ces exigences métiers, et c'est parfait, ça fait un binôme qui marche du tonnerre, à mon avis. Et le client comprend qu'il a besoin de ces différentes spécialités, et donc il accepte d'avoir différents interlocuteurs à l'intérieur du cabinet, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Auparavant, il avait la personne qu'il suivait, il voulait toujours avoir affaire à elle. Maintenant, il a compris que pour avoir des spécialisations, et pour avoir des conseils pointus, il a besoin d'avoir les spécialistes, et que donc toute une personne ne peut pas être spécialiste de tout. Très bien. Et là, moi, je vais prendre la casquette de porte-parole de la branche de la délégation patronale, c'est-à-dire celle qui négocie en permanence avec les organisations syndicales, puisque c'est paritaire, et c'est très bien, la formation de la convention collective. Et c'est vrai que l'un des thèmes qui revient assez souvent, c'est l'organisation du travail, la qualité de vie au travail. C'est vrai qu'assez souvent, il n'y a pas que la problématique de rémunération qui est donnée, c'est la problématique de surcharge de travail, organisation du travail. Tout ça, ce sont des thèmes. Donc, nous avons mis en place, avec les organisations syndicales, plusieurs groupes de travail qui réfléchissent à, justement, l'organisation du travail pour la qualité de vie au travail. Et moi, je fais partie de ceux, mais comme beaucoup, qui pensent que la qualité de vie au travail des collaborateurs, elle est essentiellement liée à la capacité managériale des managers. Quand je dis ça, c'est un manager, ils sont pas toujours contents, mais c'est pas grave, je continue à le dire, hein. Donc, la qualité de vie au travail, il faut la rechercher. Bon, je ne vais pas reprendre ce slogan qu'on voit quelquefois écrit, mais des clients, des collaborateurs heureux, hein, eh bien, ça donne des clients satisfaits. Je crois que cette formule, eh bien, il faut la faire nôtre. Il nous faut la faire nôtre dans toutes les entreprises, bien évidemment. Donc, gros travail à faire sur la qualité de vie au travail, y compris notre propre qualité de vie au travail, parce que il ne faut pas que nous nous oublions, nous non plus, pour rester à l'écoute de nos collaborateurs en tant que manager. Merci Dominique. Stéphane, oui, donc quelques spécialités mises en avant. Ça a été évoqué par Dominique. Oui. Alors, ouais, peut-être pas justement sur la partie sectorielle ou gestionnaire de patrimoine, qui sont des domaines qu'on voyait moins auparavant. Je sais pas si les différents métiers que nous avons là, hein, donc collaborateur comptable spécialisé, pilotage de la performance et des opérations complexes, par exemple les comptes consolidés. Hein, les comptes consolidés, c'est vraiment quelque chose, une matière bien particulière. On va pas avoir dans un cabinet qui va compter une trentaine de collaborateurs, on va pas avoir 30 collaborateurs qu'on va spécialiser dans les comptes consolidés, parce que ce n'est pas nécessaire, mis à part peut-être certains cabinets. Et le sectoriel, c'est important. La première question que nous pose un client. J'étais hier avec un bijoutier, hein, et je lui présentais son bilan imagé, puisque maintenant nous avons une façon nouvelle un peu de présenter les bilans. Et la question qu'il me pose, est-ce que vous avez d'autres bijoutiers? Ça, c'est la question systématique. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on spécialise le client. Il attend de nous. Alors, il n'attend pas de nous qu'on lui dise combien gagne notre moyen. Alors maintenant, on a accès à des données, mais on a inclus dans la présentation de nos bilans les données sectorielles, les données du secteur. On n'a pas attendu ça pour le faire, mais il y a une véritable demande aujourd'hui. Et le collaborateur qui dirait, non, moi j'ai que vous comme bijoutier, donc je sais pas comment ça marche vraiment les bijoutiers, là, je pense qu'il y aurait quelques difficultés. Donc spécialisation sectorielle, et il y a des formations. Voilà. Absolument, Dominique, j'allais y venir. Et c'est vrai que dans toutes ces formations que propose l'ordre pour ses membres et les collaborateurs, eh bien sûr, ce qui marche aussi
à côté de ce cœur de métier, bien sûr, que j'évoquais tout à l'heure, il y a bien sûr tout ce qui est sectoriel, parce que ça marche évidemment très très bien, parce que même si il y a plein de cabinets qui restent généralistes, hein, bien sûr, et qui ne souhaitent pas communiquer particulièrement une spécialisation, mais il y en a plein d'autres qui effectivement se déclarent comme étant spécialistes d'un secteur professionnel ou d'un secteur professionnel. Et puis il y a également des cabinets quand ils sont de taille un peu plus importante. Et ça, c'est important justement pour nos étudiants. Eh bien, c'est que il y a des pôles qui se créent au sein de ces cabinets. Et il peut, par exemple, y avoir des pôles gestion de patrimoine, en effet. Hein, par exemple, comme l'exemple qui est donné ici, qui fonctionne bien, et ce sont d'ailleurs des formations, là encore, qui fonctionnent pas mal aussi sur ce catalogue de l'ordre pour les experts comptables et les collaborateurs, parce que en effet, c'est une demande importante. Hein. Quant aux opérations complexes, mais oui, bien sûr, aussi tout ce qui va être évaluation, et tout ce genre d'opérations ou de normes internationales ou que sais-je encore pour les grands groupes. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des choses très spécifiques qui n'ont peut-être pas besoin d'être vus en formation initiale et qui sont vus si nécessaire ensuite. Mais c'est cette organisation en pôle pour les cabinets les plus importants. Bien sûr, les cabinets modestes, de taille très humaine, on va dire, restent relativement généralistes souvent. Après, plus ils grandissent et plus parfois ils ont des pôles comme ça, un pôle social, un pôle gestion de patrimoine, etc. Et donc là, du coup, il y a un recrutement qui se fait, sur des compétences particulières ou une évolution au sein du cabinet, ce qui fait que le collaborateur va pouvoir, évoluer, pourquoi pas changer, ou pour les collaborateurs dont on parlait tout à l'heure, évoluer lorsqu'il va s'agir de s'adapter, et puis avec une pluralité de possibilités. Je rectifie toujours parce que les cabinets peuvent grandir et rester humains. Ah, mais certainement. C'est vrai, c'était maladroit de ma part. Non. Mais je rectifie toujours parce qu'on a toujours tendance à dire à taille humaine comme ça pour les petites structures. Non, je pense que même dans une structure importante, si on y prend garde, bien évidemment, et si on est prévenu, eh bien, on reste toujours à taille humaine puisque les valeurs, c'est toujours, la plupart des cabinets, ils ont 3 valeurs. Hein. C'est l'humain, c'est la proximité avec les clients, mais la proximité entre collaborateurs, et c'est bien évidemment l'expertise. Je crois que s'il y avait 3 valeurs, nous c'est ce qu'on affiche sur notre site, mais c'est pas ce qu'on affiche seulement, c'est ce que l'on vit. C'est l'humain, l'expertise, et puis donc la proximité. Et on ajoute depuis peu la RSE, bien évidemment, parce que c'est important. Nous avons une responsabilité sociale et environnementale vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nous-mêmes. Le sectoriel, c'est très important pour la paye aussi. On a vu tout à l'heure les effectifs, comme 24% des effectifs dans la paye, donc ce n'est pas neutre. Là, il y a encore plus besoin de sectoriel, parce que faire une paye dans le bâtiment, vaut mieux être un peu spécialiste. Il ne faut pas avoir un seul dossier dans le bâtiment quand on fait des payes dans le bâtiment, ça c'est certain. Donc, tout ce qui est dit là, sur les nouveaux métiers, sur les nouvelles façons de faire, eh bien c'est tout à fait vrai, c'est ce qui résulte de l'étude, et on le vit en fait. Et c'est là où toute notre adaptation locale peut avoir son rôle aussi. Quand, je pense à des territoires comme Niort, spécialisé dans les assurances, Le Mans aussi, parce que je vois Hervé qui est pas loin. Là, si je parle pas du Mans, ça va pas aller. Donc Le Mans aussi spécialisé dans les assurances, mais Le Mans aussi dans l'automobile, pourquoi pas. Donc dans l'adaptation locale, on peut aussi utiliser ça pour faire des collaborateurs qui seront spécialisés derrière à ce niveau-là, parce que la spécialisation peut toujours se vendre entre guillemets derrière pour l'individu qui le suit. Et un élément dont on n'a pas parlé dans le cadre, alors beaucoup de la formation continue aujourd'hui, mais on avait déjà cette notion aussi d'aller chercher des formations diplômantes, et l'ordre a pu conclure avec certaines universités des accords pour avoir des diplômes universitaires dans certains domaines. Gestion de patrimoine, puisqu'on l'a sous les yeux, mais RH aussi, par exemple. Dominique, tu peux donner le micro. Voilà. Oui. En RH, oui, il y a un master agricole à Rennes aussi, me semble. Donc, ce sont des masters qui sont en effet constitués de concert avec l'ordre et puis une université et qui visent en effet à répondre à un besoin particulier. Et oui, bien sûr. Et là, et c'est toujours intéressant là quand il y a cet échange et cette mise en place commune, est fait ensemble. C'est toujours très profitable, évidemment, parce que ça répond à un besoin immédiat.
Oui, parce que ce que ça apporte surtout, c'est que la formation continue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire et c'est nécessaire de toute façon. Donc ça, on l'a fait. Mais certains, et peut-être que ce sera encore plus dans l'avenir, vont rechercher un diplôme au bout. De par l'évolution des comportements tels qu'on la voit, parce qu'ils savent que le diplôme sera plus vendeur que plutôt que de dire j'ai suivi une formation dans tel ou tel domaine, malgré tout. Donc on peut supposer qu'on va avoir une évolution dans les générations avec cette recherche-là. Et nous, donc, avec notre bachelor universitaire de technologie déployé par compétences, ben, ça va peut-être aussi intéresser certains dans l'évolution des assistants, de dire j'ai peut-être pas l'ensemble des compétences qui me permettent de revendiquer le bachelor universitaire de technologie dans son ensemble, mais je peux peut-être essayer d'avoir un bloc de compétences et quelque part ce sera une reconnaissance que j'aurai en ayant validé ce bloc de compétences. Donc ça fait sans doute partie des réflexions qu'on doit avoir dans l'avenir, et notamment quand on parle de formation continue à ce niveau-là. Et vous voyez, c'est pour ça que je voulais que Dominique intervienne sur ce sujet, parce que l'ordre est très ouvert à ce type de partenariat aussi par rapport à ça. Et puis citons, je suis du Mans également comme Hervé, et c'est vrai que les experts comptables ont toujours été très impliqués. On en remercie d'ailleurs l'IUT du Mans. Il y a toujours eu une très bonne collaboration entre l'IUT et le monde expert comptable de la ville du Mans. Je cite le Mans, mais je pense qu'on pourrait citer toutes les villes de France de cette manière. Et ça, c'est très important également qu'il y ait ces échanges réguliers, ces participations, ces réflexions en commun pour arriver à un seul objectif, bien évidemment, préparer tous ces jeunes à s'adapter à la vie ensuite en entreprise, en cabinet quand c'est possible, bien évidemment. Mais comme le disait Franck à juste titre, notre spectre, il va beaucoup plus loin. Et lorsque un collaborateur, lorsque quelqu'un qui fait un DUT, il va en entreprise, c'est bien aussi. C'est bien pour le monde de la comptabilité. De toute façon, il n'y a pas de guéguerre à avoir entre les comptables d'entreprise et les comptables qui travaillent dans les cabinets. Je crois qu'on fait tous le même métier au service de l'économie, bien évidemment. Stéphane, un petit mot sur les métiers émergents? Oui, on a fait un focus sur les métiers émergents et on a identifié 4 métiers qui sont consultant RH, consultant système d'information, consultant cybersécurité et data analyst. Et derrière ces métiers, forcément, on les a décrits en détail en termes d'activité et de compétences, mais on a aussi fait une projection en termes de recrutement. Alors, on n'est pas sur les mêmes profil en termes de recrutement que sur collaborateur comptable ou assistant comptable, dans la mesure où on est sur une estimation de plus de 350 créations de postes à horizon 2025. Néanmoins, on est sur des pratiques de recrutement qui sont différentes parce que ce sont des filières de recrutement différents, et aussi un enjeu de cohabitation au sein du cabinet dans la mesure où ce sont de nouvelles offres de services adressées aux entreprises clientes, et sur un renforcement de l'activité et développement d'activité des cabinets. Voilà. L'idée aussi, alors juste pour compléter au sein d'Atlas, l'idée à travers tous les travaux transversaux qu'on est amené à conduire en matière d'observation, c'est de repérer des passerelles et des mobilités professionnelles. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la branche conseil au sein d'Atlas. On a la branche, l'activité du numérique et l'activité conseil qui regroupe les cabinets de conseil RH, management, stratégie, mais également au sein du numérique, forcément tout ce qui a trait à la data et à la cybersécurité, qui est un enjeu partagé par l'ensemble des branches professionnelles dans le périmètre de l'OPCO. Oui, parce que l'enjeu aussi, c'est d'accompagner nos clients dans le passage au numérique. Et pour accompagner nos clients dans le passage au numérique, il faut absolument qu'on ait les compétences au sein du cabinet. Et ça, c'est un enjeu qui est un enjeu important aussi et qui conduit à tous ces besoins de spécialistes à l'intérieur du cabinet. Juste un petit mot. Donc, Stéphane nous a parlé de l'OMECA. Donc, peut-être êtes-vous déjà allé sur Internet, voir le site de l'OMECA. Je vous incite, parce que toute cette étude, l'OMECA, c'est un site complètement ouvert, Observatoire des métiers de la comptabilité et de l'audit. Vous avez l'ensemble de ces études qui sont là. Chaque mois également, nous faisons un baromètre. Chaque trimestre, nous faisons un baromètre avec BVA sur justement les tendances. On interviewe les cabinets sur leurs tendances, ce qui nous permet toujours
Moi, je fais partie de la commission justement de cette commission qui travaille sur les questions que l'on pose aux experts comptables, aux DRH des cabinets, et ça permet d'avoir quand même toujours de la prospective. Ça, c'est très important et c'est trop peu connu, hein, ce site de l'Omeka. On essaie d'en faire la promotion, bien évidemment, depuis pas mal de temps, mais je vous incite à y aller. Il y a également une cartographie des métiers. On a cartographié 34 métiers, que ce soit les métiers qui ont été donnés là, plus les fonctions support. Dans cette cartographie, je sais que nous, on a eu besoin de recruter une personne fonction support RH, eh bien, on a utilisé pour définir notre demande. On aurait pu être créatif, mais ça existait déjà. J'ai dit à mes collègues, c'est pas la peine, il y a déjà sur l'Omeka tout un travail qui était fait, 4 pages sur tous les prérequis. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Omeka, voir les différentes cartographies des 34 métiers qui sont là, qui regroupent quand même pas mal de choses. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, on va faire. Merci. Claire Duverger, directrice de l'IUT du Mans. Donc merci pour tout ça, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a des non-spécialistes. Je suis moi-même chimiste, donc voilà, assez étrangère à tout ça, mais très intéressée par ce que vous disiez. Je reviens un petit peu au tout début de l'intervention où vous faisiez état donc d'un besoin en recrutement. Et moi je suis récemment élue directrice de cette CIUT, donc avec la mise en place du BUT, en tout cas j'entends mes collègues du département GEA que l'on a à l'IUT, qui jusqu'à présent proposaient de l'alternance uniquement en licence professionnelle, donc qui va s'intégrer à la 3e année de BUT, avec une tendance un petit peu pour les étudiants à se tourner plutôt vers le parcours RH, avec une désaffection un petit peu, en tout cas une appétence moindre sur le parcours gestion comptabilité. Et mon interrogation par rapport à ça, c'était est-ce que la mise en place d'alternance dès la première année de BUT peut être pour vous une réponse pour pouvoir capter les étudiants, sachant que l'alternance en première année chez nous n'existe pas. C'est un sujet d'interrogation. Aussi par rapport au fait à la maturité des jeunes qui arrivent de lycée, à ce qu'ils peuvent apporter dans une entreprise. Je suis assez intéressée par un retour d'expérience. Est-ce que vous accueillez des alternants en première année? Dominique, voilà. Moi, je voudrais juste indiquer que je pense que le problème doit être résolu autrement. Et je ne pense pas, mais ça, Dominique va donner l'aspect cabinet davantage. Mais je pense l'alternance en première année, je suis pas sûre que ça aide à attirer les étudiants dans le cabinet. Je pense que ce qui va aider à attirer les jeunes dans les cabinets, c'est toute une campagne de promotion et d'explication et pédagogique sur ce que peut faire le cabinet, enfin ce que fait le cabinet, à quoi il sert et comment on peut évoluer et les carrières qu'on peut y faire. Mais je ne pense pas que ça passe par ça. Je pense pas que ce soit un bon moyen. Oui, je suis d'accord, Dominique. Moi, je préfère prendre un alternant donc en bac+3 qu'en bac+1 ou bac+2. Je crois beaucoup. La formation IUT, elle est ancienne. Les IUT sont anciens. Il y a nombreux experts comptables diplômés qui sont des anciens qui sont passés par l'IUT. Je sais pas combien il y a, mais il y a un nombre. Voilà, il y a un nombre assez considérable d'experts comptables qui sont passés par l'IUT. Ça a toujours été une formation d'excellence, à mon avis. Donc, ces 2 ans, ils en ont vraiment besoin avant de venir travailler chez nous. Voilà. Mais c'est vrai que dans le secteur industriel, finalement, on entend que ça peut être intéressant, effectivement, cette alternance de la première année pour capter les étudiants. Et je suis désolée, j'avais une deuxième question. J'ai noté que assez récemment, il y avait eu la création d'un bachelor avec une association d'écoles et une volonté de créer un label. Un label école de la profession, voilà. Je voulais voir un petit peu comment vous positionnez ce bachelor par rapport au BUT, sachant qu'il est destiné potentiellement à des étudiants sortants de BTS, que nous, on nous demande de créer des passerelles pour intégrer des étudiants de BTS, voilà. Alors, l'école de la profession et le bachelor, c'est 2 choses différentes. Alors, évidemment, ça participe de la même volonté, c'est-à-dire une idée d'essayer de rendre plus attractif, de faire connaître. Et juste pour rebondir juste une seconde sur ce que vous indiquiez sur les RH, mais les RH, ça a toujours eu, il y a eu, je sais pas, il y a comme eu, ça provoque une sorte c'est attractif, je sais pas, pour les étudiants, comme la finance peut l'être par ailleurs. Enfin, il y a comme ça
des domaines, voilà, ça, je sais pas, ça jouit d'une image extraordinaire et très noble. Bon, alors que je suis sûre qu'en RH, il y a plein de choses qui sont moins marrantes que d'autres, comme partout. Enfin, je veux dire, mais voilà, ça jouit de cette image et la compta, ça ne l'est pas. Mais parce que faut peut-être arrêter de dire la compta justement. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais justement, on travaille à tout ça et ce n'est peut-être plus la compta. En effet, c'est l'accompagnement, etc. Maintenant, pour en revenir à votre question très précise sur ces deux projets, sur deux chantiers. C'est deux choses qui n'ont en tant que telles rien à voir l'une avec l'autre. Alors il y a d'abord bien sûr cette idée d'école de la profession. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une école avec des murs, des bancs et des professeurs, bien sûr que non. L'ordre n'a pas du tout cette compétence-là. L'idée c'était simplement de se dire, eh bien voilà, pourquoi on ne rassemblerait pas dans une communauté, eh bien les établissements qui mènent au métier en cabinet, parce que l'objectif serait de flécher un peu les parcours finalement et de dire aux étudiants, regardez, école de la profession d'expert, école de la profession plus largement, école qui mène au métier en cabinet. Donc vous voyez, si les métiers en cabinet, donc hop, on fait une promotion sur les métiers en cabinet et après il y a ce saut école de la profession et du coup les étudiants font le lien, les pré-bac font le lien, ils se disent ah bah oui, OK, j'ai entendu parler des métiers en cabinet et là il y a ce regroupement d'écoles, donc je vois beaucoup plus facilement dans quelle école je peux aller pour accéder aux métiers en cabinet. Donc c'est juste un affichage, je dirais, et qui permet aux étudiants de mieux situer, c'est de la visibilité. Voilà. Mais ça nous a semblé important que ce soit rendu visible, ça fait partie de tout un tas de mesures que l'on prend pour rendre attractif le secteur. Maintenant, le bachelor en 3 mots et demi, le bachelor, c'est autre chose. Le bachelor, c'était l'idée de se dire, bien voilà, on peut avoir des étudiants qui en DCG, face à l'ampleur de la tâche, se découragent et se disent qu'ils n'iront pas au bout, et s'ils ne vont pas au bout, ils sont sans rien, hein, ils se retrouvent avec rien. Et puis les BTS qui peuvent parfois manquer un peu de contenu, enfin de compétences, c'est voilà, et qui peuvent et qui pourraient profiter d'avoir quelques tuiles supplémentaires. Donc c'était les deux publics. Et puis on s'est dit on va mais ce n'est pas pour de la poursuite d'études. C'est un bachelor, ça s'arrête là. On ne fait pas de poursuite d'études avec un bachelor, pas du tout. Et donc on l'expérimente cette année dans une 40aine d'écoles sur le territoire. Et effectivement, pour aller plus vite, on s'est adossé à un réseau existant, en effet. Parce que s'il avait fallu créer un titre, ça aurait pris des années. Et l'idée, c'était de faire quelque chose d'un peu, voilà, qui soit rapidement mis en place. Donc, en s'adossant à un certificateur, puis en s'adossant à un réseau existant, et en voyant les écoles qui pouvaient être intéressées là-dedans, on est arrivé à 35, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est une expérimentation pour cette première année. Mais ça n'appelle pas de poursuite d'études, c'est un bac+3, voilà. Mais en revanche, c'est avec des tuiles supplémentaires très cabinet. Voilà. Alors, je pense pas que ce soit lié au bachelor, parce que d'abord le bachelor c'est 30 écoles sur tout le territoire, et en plus, et malheureusement malheureusement ça ne fait pas, enfin il n'y a pas un rush épouvantable, hein, ça se remplit tout doucement. En plus ça vient d'être mis en place à une époque où très souvent les BTS sont déjà ont déjà choisi ce qu'ils allaient faire après. Donc voilà, donc ça c'est lent, c'est tranquille, ça voilà, il y a des classes qui se remplissent, on essaye, et puis encore une fois, il n'y a pas de concurrence. De toute façon, vu le nombre de collaborateurs dont on a besoin, ça ne vient pas porter ombrage à autre chose, bien au contraire. Et puis c'est encore marginal aujourd'hui, hein. Voilà. Oui, je crois que ce qu'il faut entendre par rapport à ça, c'est qu'en fait, je suppose que c'est par alternance, c'est des licences par alternance, et que sur l'alternance, la concurrence, elle se fait parce que justement, il y a le manque de candidats. Et c'est-à-dire que quand on a deux formations qui, du coup, là où il y en avait qu'une, eh bien, c'est encore plus dur pour remplir les deux. C'est-à-dire que les deux risquent d'échouer au final parce que, par manque d'effectifs dans chacune. Et ça, bon, mais ça, c'est sans doute pas mesuré au niveau national, au niveau de l'ordre, mais sauf que ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer sur le terrain. D'intégrer les BTS, justement. Donc, enfin, encore une fois, là, c'est un nombre très marginal, hein, cette année. S'ils sont 40 sur le territoire, 40 BTS à entrer dans les classes de bachelor, ce sera le maximum. Je doute vraiment. Alors, je dis pas, si ça avait 10 ans d'ancienneté et que vraiment c'était un bachelor qui tournait énormément, je dis pas. Mais là, sur cette première année d'expérimentation, je doute vraiment
Alors ça peut peut-être pas aider, mais je doute vraiment que ce soit la principale cause. Et à mon avis, il faut la chercher ailleurs, la cause. Parce que franchement, on va même pas être sur même pas 150 étudiants sur le territoire. Hein. Donc c'est vraiment marginal. Hein. Oui, mais c'est la notion de désaffection pour nos types d'études qui, rajoutée à une offre complémentaire, fait qu'il y a encore moins de chances que ça passe. Ça, j'entends. C'est sans doute ça ce qui peut se passer Voilà. localement et qui va moins possible, se passer hein. dans des endroits où il y a un public suffisamment large. Mais bon, C'est voilà. certain. Mais par contre, je précise juste que le bachelor, il a été développé dans 1 à 3 écoles par région. 1 à 3, il y a des régions où il y en a qu'une, il y a des régions où il y en a 3, et qui ont été choisies avec les conseils régionaux dans les régions les plus tendues, en termes de recrutement. Pour qu'il y ait un maillage territorial. Voilà. Ok. Bien, merci de votre participation et de votre écoute, et merci à nos intervenants. Au revoir.